Dr Élise Duchesne est professeure à l'unité d'enseignement en physiothérapie de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a gradué de l'Université Laval en 2006 en physiothérapie. Elle entreprend ensuite une maîtrise en physiologie et endocrinologie de l'Université Laval de 2006 à 2008. Suivi d'un passage direct au doctorat en physiologie et endocrinologie de cette même université. Ses études doctorales s'étendront jusqu'à la fin de l'année 2012. Le sujet de sa thèse porte sur les blessures musculaires et plus particulièrement sur la contribution des mastocytes au processus de réparation et d'identification d'un mécanisme alternatif contribuant à l'accumulation des macrophages. En janvier 2012, Dr Duchesne est engagée à titre de professeure-chercheuse à l'Université d'enseignement de physiothérapie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dès la fin de ses études doctorales, Dr Duchesne emménage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de participer activement à l'enseignement de la physiothérapie et de démarrer son programme de recherche. Sa programmation de recherche est orientée sur l'étude des adaptations musculaires chez les patients atteints de maladies neuromusculaires, dont la dystrophie myotonique de type 1. Depuis son arrivée, elle s'est jointe à une équipe de chercheurs provenant de différents domaines de la santé dans le but d'offrir une expertise plus fondamentale aux recherches actuellement menées sur les maladies neuromusculaires. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la dystrophie myotonique de type 1 et plus spécifiquement de la physiopathologie des atteintes musculaires observées chez les patients qui sont atteints de DM1 et aussi certaines pistes de solutions qui pourraient permettre l'amélioration de la prise en charge de ces patients. J'en profite pour remercier aussi le comité organisateur de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Et je vais présenter vraiment là, la programmation de recherche que je suis en train de développer au Saguenay-Lac-Saint-Jean en tant que jeune chercheur qui est engagé au programme de physiothérapie de l'UQAC. Alors, comme la présentation l'a démontré et comme vous le voyez sur la première diapositive, je suis physiothérapeute de formation, mais mes études doctorales ont porté sur l'étude fondamentale du muscle squelettique. Donc, c'est vraiment avec la confrontation de ces deux formations que j'ai démarré ma programmation de recherche et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, au cours des prochaines minutes, je vais vous entretenir premièrement sur une brève introduction. Je vais parler des caractéristiques épidémiologiques, génétiques et phénotypiques de la dystrophie myotonique de type 1. Ensuite, je vais décrire très brièvement la description clinique de la forme adulte. Je vais ensuite élaborer davantage sur la troisième section qui porte sur les atteintes musculaires et ça va me permettre de faire une transition sur l'éventualité d'entraîner ces patients-là. Donc, quel est le rôle de l'entraînement physique dans la DM1? Ensuite, je vais vous présenter des données préliminaires que j'ai obtenues très récemment dans mon laboratoire. Ça date de quelques semaines. Donc, elles sont incomplètes, mais ça nous donne une idée globale de la chose. Donc, ça va me faire plaisir de vous les présenter. Et ensuite, je vais terminer avec quelques perspectives et conclusions. Alors, la DM1, en quelques mots, vous en avez entendu parler, j'imagine, abondamment au courant des dernières 24 heures. Donc, je serai très brève sur la caractérisation de la maladie. Alors, premièrement, pour vous dire que la DM1 est une maladie qui est héréditaire, en l'occurrence autosomique dominante, et elle est causée par une mutation du gène DMPK. La DM1 constitue la forme de dystrophie musculaire la plus répandue chez l'adulte, et les affections de la DM1 sont littéralement multisystémiques, et cette maladie présente une variabilité phénotypique très vaste. En ce qui concerne l'épidémiologie, la prévalence mondiale de la DM1 est évaluée à environ 1 personne d'atteinte sur 8000. Ces chiffres varient légèrement selon les diverses sources et aussi selon les régions évaluées.
Par exemple, il y a un article qui a été publié en 2014 par Thornton et collaborateurs qui ont démontré la prévalence en Europe. Et dépendamment des différentes régions d'Europe, la prévalence pouvait varier entre une personne d'atteinte sur 7400 à une personne d'atteinte sur 10 700. Donc, le 1 sur 8000, c'est vraiment une prévalence qui est moyenne. Quoi qu'il en soit, une prévalence record est observée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean où une personne sur 500 est atteinte. Alors, au niveau de la génétique, la DM1 est caractérisée par une répétition du trinucléotide CTG dans la région 3' non codante du gène DMPK. C'est localisé sur le chromosome 19. Alors, le nombre de répétitions peut être normal. Donc, une répétition de 5 à 37 répétitions, c'est normal normalement. Donc, les individus qui présentent ce nombre de répétitions-là, ce sont des individus qu'on considère non atteints. Par contre, lorsque le nombre de répétitions augmente, lorsqu'elle est au-delà de 50 et peut même s'étaler jusqu'à quelques milliers de répétitions, les individus sont atteints. Alors, un nombre plus élevé de répétitions est généralement associé à une plus grande sévérité de la maladie. La DME se présente sous 4 formes cliniques. Alors, j'ai fait une petite modification là, dans le dernier 24 heures aussi parce que j'ai appris, en fait, là, soyons honnêtes, que la forme légère qui est rapportée de cette façon-là dans la littérature, on aime mieux utiliser maintenant le terme de forme tardive puisque la forme légère sous-entend que les déficits sont légers alors qu'ils n'apparaissent que de façon plus tardive. Alors, je vais utiliser la forme tardive qui est une forme qui se présente chez l'adulte, donc tout comme la forme adulte, mais de façon plus tardive. Et le nombre de répétitions dans ces deux formes sont en bas de 1000, comparativement aux formes juvéniles et congénitales, qui sont respectivement développées chez l'enfant et chez le nouveau-né, où le nombre de répétitions est très élevé, donc des phénotypes qui sont plus sévères, donc des impacts cliniques, des déficits là, qui sont majeurs, et ce, au niveau de plusieurs systèmes. Alors, le reste de ma présentation va porter davantage sur les formes adultes et légères, puisque ce sont ces patients qui sont ciblés pour le développement de pistes de solutions que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, concernant les atteintes observées dans la forme adulte, ces dernières sont de nature multisystémique. Alors, il est ainsi observé que les patients qui sont atteints de DM1 vont présenter des troubles de conduction, des troubles du rythme, des problèmes respiratoires liés notamment à l'atteinte du diaphragme, comme on a pu constater au courant des dernières minutes. Du diabète non insulinodépendant, des cataractes, des problèmes de sommeil, des déficits cognitifs, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais également, le système musculo-squelettique est largement impliqué. Et d'ailleurs, le signe cardinal de la myotonie, de la dystrophie myotonique de type 1 est la myotonie, donc ce qui sous-entend une implication du système musculo-squelettique, donc du muscle squelettique. Mais il y a plus que la myotonie. En effet, les patients qui sont atteints de DM1 vont aussi présenter de l'atrophie musculaire, une faiblesse musculaire et même une perte de force musculaire qui est évaluée entre 1 et 3 % par année. Et les nouvelles études tendent à démontrer que cette diminution de force-là pourrait même être légèrement supérieure. Alors, les déficits musculaires semblent davantage atteindre les muscles distaux, mais ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'il y a une faiblesse importante au niveau des muscles proximaux également. Donc, ce dogme-là tend à être remplacé par une faiblesse là, qui serait généralisée. Également, les muscles faciaux et respiratoires vont être atteints. Alors, parmi ces signes cliniques revêtent une importance, certains de ces signes revêtent une importance capitale puisqu'ils ont un impact important sur la fonction des patients atteints de DM1. Alors, en effet, il a été rapporté que plus de 63 % des personnes atteintes de DM1 vont nécessiter de l'aide à la réalisation des travaux lourds dans la maison. 43,5 % des personnes atteintes de DM1 vont nécessiter de l'aide pour l'entretien régulier de la maison et 27 % de ces patients vont nécessiter de l'aide pour la préparation des repas. Alors, il a été rapporté, et de façon très intéressante, que la force musculaire maximale est un des facteurs prédictifs, explicatifs, majeurs des difficultés présentées lors de la réalisation de ces activités. C'est donc à partir de maintenant que je vais vous amener dans mon monde fondamentaliste qui se questionne sur les mécanismes qui peuvent expliquer cette perte de force musculaire-là, qui a un impact très important au niveau des AVD. Et donc, le questionnement
la raison pour laquelle je me pose ce questionnement-là, c'est pour être en mesure de proposer des solutions thérapeutiques dans un deuxième temps sur la base de l'explication de ces mécanismes. Alors, je vous présente d'abord à quoi peut ressembler le muscle squelettique d'un patient atteint de DM1 d'un point de vue histologique. Alors, des données histologiques, ce sont des données qui sont issues suite à l'analyse d'un muscle. Donc, c'est un muscle qui a été coupé en fines tranches et qui est observé à l'aide du microscope. Alors, ce qu'on voit dans un muscle de patient atteint de DM1, c'est qu'il y a une augmentation du tissu conjonctif et une augmentation de la déposition de tissu adipeux. Alors, ces deux éléments-là font en sorte que les éléments contractiles du muscle occupent moins de place. Donc, inévitablement, le muscle présente une moins bonne architecture et est en mesure de développer moins de force. Deuxièmement, il y a une atrophie des fibres musculaires qui a été observée, et ça touche davantage les fibres de type 1. Les fibres de type 1, c'est des fibres qui sont impliquées dans les muscles qui sont davantage de nature posturaux. Donc, des muscles qui vont être importants pour se tenir debout toute une journée vont être davantage constitués de fibres de type 1, tandis que les muscles de Usain Bolt sont davantage constitués de fibres de type 2. Okay? Donc, ce sont des muscles qui sont très explosifs. L'atrophie est majoritairement observée dans les fibres de type 1. Alors, tous ces signes, donc autant au niveau de l'architecture qu'au niveau de l'atrophie des fibres musculaires, donc vous aurez compris qu'une fibre musculaire qui est atrophiée va présenter moins d'éléments contractiles. Alors, l'ensemble de ces signes peuvent influencer négativement la capacité du muscle à produire de la force. De plus, il y a des données qui ont été obtenues grâce à des techniques de biologie moléculaire qui démontrent que les muscles des patients atteints de DM1 présentent un déséquilibre entre les processus de synthèse et de dégradation protéique. Alors, de façon normale, nous sommes en homéostasie au niveau de la synthèse et de la dégradation protéique. Donc, à chaque jour, se produit de la dégradation protéique, qui est tout à fait normal, mais ce phénomène de dégradation protéique-là est contrebalancé par des phénomènes de synthèse protéique qui viennent équilibrer cette balance. Par contre, chez les patients qui sont atteints de dystrophie myotonique de type 1, alors la balance est complètement déséquilibrée et on observe, cette observation-là est soit due à une diminution de la synthèse protéique et ou une augmentation de la dégradation protéique. Dans un cas comme dans l'autre, ce déséquilibre est en fait en faveur de la dégradation protéique, tel qu'illustré dans la partie de droite du tableau. Et ceci peut se traduire par de l'atrophie des fibres musculaires. Alors, je vais vous expliquer cette figure-là dans le détail. Je n'irai pas, en fait, de façon... C'est pas vrai, je ne l'explique pas dans le détail. Je vais simplement vous signifier des points importants pour la compréhension des prochaines diapositives. Alors ici, ce que ça représente, ce sont des voies de signalisation. Des voies de signalisation qui sont impliquées dans la synthèse protéique et dans la dégradation protéique. Donc, si... comme on voit dans la figure de droite, si les voies de signalisation qui sont impliquées au niveau de la synthèse protéique sont moins grandes que celles impliquées au niveau de la dégradation protéique, alors nous sommes en situation d'atrophie. Donc, la balance va être déséquilibrée. Alors, cette situation-là arrive dans plusieurs cas. Donc, au niveau des patients DM1, c'est vrai, mais c'est aussi vrai dans des patients qui ont du diabète, qui sont en situation de jeûne ou des patients qui sont inactifs. Alors, ces voies de signalisation-là, par exemple, pour un patient, vous et moi, qui serait alité sur un lit d'hôpital pour une quelconque raison, après 48 heures, on aurait l'observation du déséquilibre de ces voies de signalisation-là. Donc, ce sont les premiers acteurs qui sont mis en cause pour diminuer la synthèse protéique et augmenter la dégradation protéique, ce qui mène ultimement à une atrophie musculaire. Alors, au niveau des voies qui sont importantes dans la synthèse protéique, en fait, ce sont les voies qu'on dit IGF-1, PI3K kinase. Donc, c'est la voie de signalisation, et puis il y a plusieurs acteurs là, subséquemment, qui sont impliqués dans la synthèse protéique. Maintenant, la voie de signalisation, en fait, le système qui est impliqué dans la dégradation protéique, c'est le système ubiquitine-protéasome, le système ici. Donc, lorsque ce système-là est activé, la dégradation protéique est augmentée. Okay? Alors, nous, ce qu'on souhaite dans la DM1, c'est trouver une façon d'entraîner les patients pour renverser ce phénomène-là. Alors, ce qu'on veut, c'est soit diminuer la dégradation protéique ou augmenter la synthèse protéique, ne serait-ce que pour freiner le 1 à 3 % de perte musculaire qui est observé par année. Donc, nous, on veut se situer dans la portion de gauche ici, donc stimuler l'hypertrophie, c'est-à-dire que la synthèse soit plus grande que la dégradation. Et pour ce faire, on doit stimuler la voie de la synthèse et, évidemment, inhiber ou ralentir la voie de la dégradation.
Alors maintenant, je vous présente un autre concept. Donc, ce sont des données, cette fois-ci, qui ont été obtenues in vitro. Alors, qui démontrent que la capacité myogénique des cellules souches du muscle est altérée. Alors, les cellules souches du muscle, le vrai nom, en fait, ce sont des cellules satellites. Donc, le muscle squelettique est composé de deux types de cellules. Donc, il y a des cellules des cellules qui sont situées en périphérie, donc qui sont littéralement les noyaux de la fibre musculaire, parce que la fibre musculaire, c'est une cellule qui est particulière. Le noyau de la fibre de la cellule musculaire n'est pas au centre, mais bien en périphérie. Et la fibre musculaire est multinucléée. Donc, elle contient plusieurs noyaux qui sont tous en périphérie. Et la fibre musculaire, pour s'hypertrophier ou se réparer, ce ne sont pas ces noyaux-là qui vont être en mesure de faire l'action, puisqu'ils sont post-mitotiques. Donc, la fibre musculaire doit pomper sur un autre type de cellule qui va lui permettre de se réparer et de s'hypertrophier. Et ce type de cellule-là est la cellule satellite, donc qui est représentée ici par MPC. Alors, la myogénèse des cellules satellites, en fait, ce sont l'ensemble des étapes que devra parcourir la cellule satellite pour finalement réparer la fibre musculaire ou encore lui permettre de s'hypertrophier. Alors, ce qu'on a démontré chez les patients atteints de DM1, c'est que la myogénèse était altérée. Donc, les cellules satellites, certaines étapes des cellules satellites ne se faisaient pas de la bonne façon. Premièrement, les cellules satellites, on a observé une diminution de la prolifération de celles-ci et une différenciation et une fusion retardée. Alors, sans être en mesure de comprendre l'ensemble de ces étapes-là, tout ce que je veux que vous reteniez présentement, c'est que certaines de ces étapes-là sont altérées et ça fait en sorte, comme on peut voir sur la figure de droite, qu'au final, nous aurons moins de noyaux, puisque les cellules satellites vont ultimement devenir des noyaux périphériques qui vont être post-mitotiques. Et puisque vous connaissez, j'imagine, des notions de biologie de base qui disent que le noyau d'une cellule est l'unité qui va permettre la synthèse protéique. Donc, les noyaux sont très importants dans la synthèse protéique. Donc, si une fibre musculaire a moins de noyaux, donc, par définition, cette fibre musculaire-là va être en mesure de moins synthétiser de protéines, ce qui va affecter négativement la grosseur de la fibre. Et dans ce cas-ci, on va être en présence d'une fibre qui va être atrophiée. Okay? Donc, en résumé, pour attacher tous ces concepts-là, alors je vous ai dit que l'architecture des fibres musculaires des patients atteints de DM1 était déficiente. Donc, il y a une présence de tissu conjonctif qui est trop élevée, une présence de tissu adipeux qui est anormale, et on a également de l'atrophie au niveau des fibres musculaires. Je vous ai aussi dit qu'il y avait un déséquilibre entre les processus de synthèse et de dégradation protéique. Donc, la synthèse n'est pas assez présente, la dégradation est trop présente. Et je vous ai aussi parlé de la myogénèse qui était altérée. Donc, la myogénèse qui permet d'une part les processus d'hypertrophie en créant des nouveaux noyaux qui, eux, vont être impliqués dans la synthèse protéique. Alors, tout ça va contribuer au phénomène d'atrophie musculaire et le phénomène d'atrophie musculaire, puisque la fibre musculaire aura moins d'éléments contractiles, va contribuer en fait à la faiblesse musculaire et ultimement va limiter les activités courantes des patients qui sont atteints de DM1. Alors, tout ceci nous amène à envisager l'entraînement en force comme stratégie thérapeutique chez cette population. Alors, qu'est-ce que dit la littérature à ce sujet? Eh bien, il y a eu quelques études sur le sujet qui ont été effectuées, dont une que je vais prendre quelques minutes pour vous présenter. C'est Toulbach et collaborateurs en 1999 qui ont démontré deux choses importantes. La première chose qui a été démontrée, c'est que l'entraînement en résistance, donc l'entraînement en force, est sécuritaire pour les individus atteints de DM1. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Je vais faire un parallèle maintenant avec la dystrophie musculaire de Duchenne. Alors, vous savez, la dystrophie musculaire de Duchenne, la physiopathologie, donc la raison des symptômes est complètement différente de la DM1. Donc, c'est une absence d'une protéine importante qui est la dystrophine. Et cette protéine-là est une protéine structurale. Et puisqu'elle est absente, à chaque fois que le muscle va se contracter, il va se blesser. Donc, d'entraîner ces patients-là peut littéralement augmenter le cycle de dégénération-régénération. Donc, dans la dystrophie myotonique de type 1, l'origine est complètement différente, c'est une anomalie génétique. Donc, la première chose sur laquelle les chercheurs ont cherché à établir une évidence, c'était que l'entraînement chez ces patients-là n'était pas dangereux, donc à l'instar de ce qu'on observait chez la dystrophie musculaire de Duchenne. Alors ça a été démontré. Ensuite, pendant la même étude, il a également été démontré qu'un entraînement en résistance de 12 semaines provoque des gains en force musculaire, donc en force maximale, pardon.
Donc ça, c'était très positif aussi parce qu'en plus de ne pas être dangereux, c'était une modalité qui semblait positive pour les patients qui étaient atteints de DME. Par contre, et ça encore aujourd'hui, il demeure inconnu si ces gains de force qui ont été mesurés sont liés à des adaptations du muscle squelettique en faveur de l'hypertrophie musculaire ou encore à l'adaptation neuronale qui caractérise l'apprentissage d'un nouveau geste moteur. Alors, vous savez, il y a toujours une phase d'adaptation neuronale qui va expliquer les gains en force. Donc, durant les 5-6 premières semaines de l'entraînement en force chez un individu normal, la personne va avoir réellement des gains en force, mais ces gains en force-là sont dus à l'adaptation neuronale. Alors, durant un entraînement de 12 semaines avec une population pathologique comme les patients atteints de DME, est-ce qu'on est encore dans l'adaptation neuronale, ce qui pourrait être le cas parce que le tissu musculaire n'est pas du tout équivalent à un patient sain, ou encore on a été capable de mettre en branle les processus nécessaires pour augmenter la masse musculaire de ces patients-là et par le fait même d'augmenter la force. Donc ça, c'est une problématique qui est encore non répondue aujourd'hui. Alors, vous l'aurez compris, c'est la problématique que j'ai identifiée pour établir ma programmation de recherche et tous mes efforts sont concentrés présentement pour répondre à cette question. Alors, je vais vous présenter des données préliminaires pour voir un peu comment j'ai fait le tour de la question, ou du moins, je n'ai pas encore fait le tour, je démarre ma programmation pour répondre à cette question. Alors, je vais vous présenter une étude qui visait à étudier l'effet de l'entraînement en résistance sur l'hypertrophie musculaire des patients atteints de DME. Et là, je vais vous présenter dans les paramètres évalués, je vais vraiment vous présenter la synthèse protéique, la dégradation protéique, la myogénèse. Donc, je me suis servi de la littérature existante sur ces patients-là pour voir si l'entraînement est capable de renverser tous les effets négatifs qu'on voyait. Alors, je vais vous présenter une étude de cas. Donc, c'est un homme de 36 ans qui a été entraîné en force, donc un homme de 36 ans atteint de DME, bien évidemment, qui a été entraîné en force pendant 12 semaines. Et l'entraînement consistait à 2 séances par semaine à raison de 2 séries de 6 répétitions maximales, ce qui correspond à peu près à un 80-85% d'un RM. Alors, il y a des biopsies musculaires qui ont été collectées dans le vase latéral avant et après le programme d'entraînement. Alors, sans vous détailler l'ensemble du programme d'entraînement, vous aurez compris que, bien évidemment, il y avait des exercices qui visaient à renforcer les extenseurs du genou, puisque c'est le muscle qu'on utilisait pour aller voir si des changements s'étaient effectués au cours des 12 semaines. Et le niveau de participation de cet homme-là était de 72 %. Donc, c'est le cas que j'ai décidé de vous présenter, parce qu'en réalité, dans cette étude pilote-là, c'est un projet en fait qui avait été mis de l'avant pour voir l'effet de l'entraînement chez la participation sociale de ces patients-là. Et puisque le programme de 12 semaines a été mis en branle, on a été capable d'accrocher 3 patients qui ont été volontaires pour la biopsie musculaire, donc avant et après. Et les 2 autres patients dont on a des données, en fait, le taux de participation au programme d'entraînement est très faible. C'est 38 % et 56 %. Donc, ça relève aussi un problème de motivation de ces patients-là, d'apathie. Donc, c'est des données qui devront être interprétées de façon différente. Okay? Donc, présentement, je vous présente seulement les données de quelqu'un qui a été présent de façon convenable, alors à 72 %. Alors, les paramètres évalués jusqu'à maintenant, c'est premièrement la surface de section des fibres musculaires et le pourcentage des fibres présentant des noyaux centraux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 paramètres-là? La surface de section des fibres musculaires, d'où l'appellation CSA, qui est le Cross-Sectional Area, en fait, c'est littéralement la grosseur de la fibre. Et vous aurez compris qu'un muscle squelettique est composé de plusieurs fibres musculaires. Et si chacune d'entre elles présente une surface de section plus élevée, globalement, le muscle est plus gros. Donc, il y a un phénomène d'hypertrophie qui s'est installé. Alors, c'est la première chose que j'ai évaluée. C'est ce qu'on voit sur l'image du haut. Alors, on a ici différentes fibres musculaires. Certaines sont colorées en rouge, certaines sont colorées en blanc. Et avec une coloration histologique, on a été en mesure de séparer les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Donc, les fibres de type 1 sont en blanc, donc ce sont des fibres lentes, et les fibres de type 2, ce sont les fibres en rouge, des fibres rapides. Alors, il y a un logiciel qui a été utilisé pour faire ça. Donc, tout simplement, le contour de chacune des fibres est délimité et comparé à une grandeur étalon qui est rentrée dans le logiciel et l'aire de la fibre est calculé. Et ensuite, on calcule un nombre donné de fibres et on est capable d'établir une valeur moyenne de diamètre de la fibre.
de surface de la fibre. Et aussi, dans le bas, donc, le pourcentage des fibres présentant des noyaux centraux. Alors, je vous ai dit tantôt qu'une fibre musculaire, de façon normale, avait plusieurs noyaux qui ne sont pas symétotiques et qui sont situés en périphérie de la fibre. Alors, ici, ce sont des coupes transverses de muscles. Okay? J'aurais dû le dire au départ. Donc, on voit en bleu, ça, ce sont des noyaux qui sont colorés et ils sont situés en périphérie, de façon majoritaire, des fibres musculaires. Il y a certaines fibres musculaires qui présentent des noyaux centraux. Des noyaux centraux, c'est indicateur d'un processus myogénique qui est activé. Donc, ce sont les cellules satellites qui servent à l'hypertrophie des muscles et à la réparation, qui, dans l'une des étapes de la myogénèse, vont devoir migrer pour aller au site, au centre de la cellule pour aller faire son action. Donc, la présence de noyaux centraux dans une fibre musculaire, c'est indicateur de réparation musculaire ou encore d'hypertrophie. Alors, de façon standard, puisque je vous ai mentionné tantôt qu'on était tous en homéostasie au niveau de la balance synthèse-dégradation, mais qu'on vivait tous la synthèse, qu'on vivait tous la dégradation, alors de façon normale, il y a présence d'un certain pourcentage de l'ensemble des noyaux qui composent la fibre musculaire qui sont au centre de chacune des fibres, et ce pourcentage-là, au niveau basal, c'est entre 1 et 5 chez l'adulte. Il nous reste 4 minutes. Oui. Alors maintenant, pour les données que je vais vous présenter, je commence par la surface de section transverse des fibres, donc le cross-sectional area, dans les fibres de type 1 à gauche et dans les fibres de type 2 à droite. Alors, dans les fibres de type 1, donc c'est notre individu, notre patient X, donc notre homme de 36 ans, avant l'entraînement et après l'entraînement. Et ça, même chose pour les fibres de type 2, donc avant l'entraînement et après l'entraînement. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que l'entraînement a mené à une augmentation significative, et ces données-là sont statistiquement significatives, donc de la croissance dans le fond du muscle. Donc, ça semble signifier que l'entraînement chez ce patient-là a stimulé les signaux de synthèse protéique de façon plus importante que de dégradation protéique. Donc, c'est très encourageant. Et maintenant, au niveau du pourcentage de fibres présentant des noyaux centraux, alors je vous dis d'entrée de jeu que de façon normale, de façon basale, un individu présente entre 1 et 5 de noyaux centraux. Alors notre patient, au départ, présentait ce pourcentage-là. Ici, j'ai une grande barre d'erreur parce que j'ai une donnée éloignée. Okay? Mais vous comprenez qu'avec une étude de cas, dans les statistiques, je ne peux pas faire mieux que ça. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'après l'entraînement, il y a une augmentation qui est non significative, bien évidemment, mais il y a une tendance à l'augmentation du pourcentage de fibres présentant des noyaux centraux, laissant croire que les fibres sont dans un processus de myogénèse qui est important pour, ultimement, la croissance du muscle. Alors, c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. Alors, c'est sûr que ces analyses-là vont être complétées, d'une part, avec des analyses de biologie moléculaire. Donc, je vais chercher à caractériser les voies de IGF-1, PI3K, qui sont des voies de synthèse protéique. Et je vais aussi aller regarder au niveau du système ubiquitine protéasome pour voir la voie de dégradation protéique. Et je vais regarder comment la balance a bougé et je vais corréler ces résultats-là à ce que j'ai obtenu en histologie. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire aussi lors des prochaines étapes que je vais développer dans ma programmation de recherche, c'est d'étudier l'effet de divers protocoles d'entraînement en résistance sur une hypertrophie musculaire des patients atteints de DMA. Les patients, pour que tout ça soit faisable, pour que ça ait un impact clinique, il faut ultimement que les patients fassent de l'entraînement. Ce n'est pas une population qui est facile à convaincre de faire de l'entraînement et d'observer de façon très stricte un programme d'entraînement. Alors moi, ce que je veux faire, c'est vraiment être en mesure de faire plusieurs protocoles d'entraînement et de regarder quel est le protocole minimal qui fait allumer les signaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pourrait, premièrement, freiner la dégradation protéique et, dans un monde meilleur, augmenter la synthèse protéique. Donc, le fait d'établir divers protocoles de recherche va me permettre de discriminer quel est le bon moment, c'est quoi et quel est le bon dosage pour ces patients-là pour espérer voir un effet positif. Alors, en conclusion, la prescription d'exercice chez les patients atteints de DMA ne repose actuellement pas sur une grande quantité de données probantes. Il est impératif de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents au gain de force maximale post-exercice chez les patients atteints de DMA. Ceci permettra de déterminer s'il est possible de freiner les altérations musculaires inhérentes à la maladie ou même d'améliorer l'état du muscle par cette intervention. Et les résultats de ces recherches devront ensuite être transposés vers des applications cliniques
qui permettront aux thérapeutes de prescrire avec un dosage optimal des exercices aux patients, limitant ainsi la progression des restrictions dans les habitudes de vie. Merci.